C'est un grand plaisir de vous savoir très nombreux en ce moment au rendez-vous de votre magazine Info 7, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Info 7 de cette semaine a le réel plaisir de recevoir pour vous une fois de plus Maître Guilain Douga, ancien secrétaire du comité des parents de l'école lycée Bosangani, analyste politique proche de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ces plateaux. Merci beaucoup, madame. Et comment vous allez? Non, ça va très bien, mais bon, un peu dérangé par la situation que notre pays est en train de traverser, mais sinon, la santé elle est bonne, la morale également elle est bonne. Vous êtes conscient que petit à petit, l'année scolaire tend déjà vers sa fin? Bien sûr, je crois que d'ici là, on va déjà clôturer l'année, malgré qu'il y avait eu des agitations à gauche et à droite. Mais néanmoins, Dieu merci, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Agitation, et là, vous voulez parler de la gratuité de l'enseignement des bases? Tout ce qu'on a vécu autour de cette gratuité? Oui, vous savez, dans cette histoire de gratuité, je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que les parents, la communauté est incapable de féliciter le gouvernement quant à ça. Comment ça, incapable? Incapable parce que vous ne le sentez pas, vous allez trouver. Mais c'est parce que la communauté n'est pas satisfaite. Certainement, c'est ça. Certaines personnes ne sont pas, j'ose croire. Bon, je ne sais pas être satisfaite pour vous. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que nous en avons l'expérience. Vous savez, j'ai fait plus de 6 ans au comité de parents. Je connais les conditions dans lesquelles nos élèves ont étudié, nos enfants ont étudié, dans les mêmes conditions, en payant ce qu'on payait. Aujourd'hui, dans les mêmes conditions, les parents ne payent pas. Entre les deux, l'avantage serait où? Je crois qu'il faut être trop clair par rapport à certaines situations. Aujourd'hui, ici... Et qu'est-ce qui vous inquiète dans cette situation? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Lorsque vous parlez, vous dénoncez le silence de certains parents. Oui, parce que les parents devraient en principe encourager cette gratuité. Parce que prendre une telle décision par le gouvernement, c'est une décision salutaire. Nous connaissons comment le parent souffrait pour payer le minerval des enfants. C'est pourquoi nous disons, les parents, n'est-ce pas, pour ne pas politiser les choses, ils ne pouvaient que soutenir, ce qui est soutenable d'ailleurs. Plutôt qu'entrer dans le jeu de politicien, je crois que... Et qu'est-ce que vous appelez jeu politicien? Non, vous savez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un élément clé, n'est-ce pas, du régime. Si aujourd'hui, il est établi que là où tout le monde a échoué, le régime actuel a réussi par la gratuité de l'enseignement, parce que cette gratuité n'a pas été décrétée aujourd'hui. Ça fait depuis 2006, ça a été décrété 13 ans après, au mois de mai, par l'actuel président de la République, n'est-ce pas? S'il réussit, ça sera un plus, n'est-ce pas, sur sa politique. Voilà pourquoi la plupart des politiciens aiment graviter autour de cette question pour essayer un peu de flouer la façon de voir les choses. Ici, une évidence se dégage. Les parents ne payent pas aujourd'hui. Nous sommes dans les mêmes conditions d'hier. Mais avec quelle qualité? La qualité, qu'est-ce que vous entendez par qualité? C'est-à-dire, nous avons les mêmes enseignants, nous avons les mêmes locaux, nous avons les mêmes conditions, n'est-ce pas? Hier on payait et aujourd'hui on ne paye pas. Du moins, si ils nous disaient que aujourd'hui tous ceux-là qui ont donné cours, n'est-ce pas, avant la gratuité, ne sont plus là. Ils ont eu à déserter, par exemple. Parce que si ce sont les mêmes enseignants, c'est la même qualité, n'est-ce pas, de l'enseignement qui est donné jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qu'on entend par qualité d'enseignement. Ça aussi, c'est un débat. Mais vous êtes quand même conscient que le président de la République, en dehors de la RDC, avait quand même haussé le ton face aux matières qui sont matières dispensées dans les écoles de la RDC. Oui, ça, sur l'aspect de la réforme et de l'éducation, ça, c'est notre aspect de choses, n'est-ce pas? Ça, on n'en disconvient pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. La manière dont, n'est-ce pas, l'enseignement est donné au Congo, il y a beaucoup de choses à redire. Si nous faisons les états généraux, n'est-ce pas, sur l'enseignement,
des bases et à ce moment-là, nous pouvons conformer beaucoup de choses pour être au même niveau que d'autres États. Mais quant à savoir aujourd'hui, la qualité de l'enseignement s'est dégradée à cause de la gratuité, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de débat. Parce que ce sont les mêmes enseignants qui donnent cours, ce sont les mêmes conditions qu'on était hier et aujourd'hui. Si hier on avait une mauvaise qualité de l'enseignement, certainement aujourd'hui nous l'avons également. Maître Guilain Ndouka, vous êtes quand même conscient qu'il y a certaines écoles qui continuent d'une autre manière à demander aux enfants de payer? Ça, je le sais. La plupart des églises, des écoles catholiques, n'est-ce pas, on continue à payer l'argent. On le demande. Certainement, pas ils le mettent sous le dos du comité de parents pour dire cette histoire, nous, on n'entre pas, mais on utilise le comité de parents, certainement, qui tire aussi dividende de toute cette opération. N'est-ce pas? Là, il faut qu'on le dénonce. Et personne ne l'a dit. Je sais qu'à un certain moment, dans la plupart des écoles catholiques, là où on payait, on continuait à payer, mais cela n'avait pas empêché les enseignants d'aller en grève. Il y avait même des plaintes qui voulaient suivre, n'est-ce pas, pour contraindre les enseignants à revenir, étant donné que les parents ont donné de leur argent, mais les enseignants se sont refusés de donner cours. Voilà un peu. Les parents ont donné de l'argent, les enseignants ont refusé de donner cours. Mais ce sont des choses qui se font en marge de la loi. Ce sont des choses en combine avec certains comités de parents. Parce qu'il faut s'inscrire dans une certaine logique. Parce que le bailleur de fonds des enseignants, c'est l'État congolais. Le parent travaille, il paie son minerval, n'est-ce pas? Et on s'arrête par là. Le reste, motivation de parents, je crois que l'État congolais a pris ses responsabilités entre ses mains pour payer les enseignants un point, un trait. Et aujourd'hui, avoir des combines à côté, n'est-ce pas, avec le comité de parents, pour commencer, n'est-ce pas, à tirer un peu de sous aux parents, ça c'est une naïveté. Et face à cette situation, qu'est-ce que le gouvernement devra faire? Parce que la force, c'est l'État congolais et personne n'a les moyens plus que l'État. Comment est-ce que le gouvernement peut procéder pour éviter ce genre de choses? Effectivement, la force est à la loi. Je crois que l'État, dans ce domaine-là, doit exercer son autorité. Ou soit, nous arrivons dans une situation d'ingouvernabilité, ou soit l'État s'impose par rapport à la ligne qu'il avait déjà tracée. La ligne, c'est laquelle? C'est la gratuité pour l'éducation de base. Le reste, on attend au niveau de cycle d'orientation. Là, maintenant, les parents peuvent payer parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer la situation de Kounouna que nous sommes en train d'envoyer à Kanyama-Kassese. C'est dû par le fait que ces enfants là-bas, ils se réveillent le matin, ils sont nés sur la rue, ils sont nés dans des conditions où on est incapable de les amener, n'est-ce pas, à l'école. Et à ce moment-là, s'il n'a rien à faire, il va s'adonner à des pratiques pareilles. Et aujourd'hui, nous allons commencer à déplorer partout le phénomène Koulouna. Gratuité des bases avec Félix Tshisekedi aujourd'hui effective pour certaines personnes, non effective pour d'autres. Maître Guilain Ndouka, le constat est que nous continuons à avoir des enfants à l'âge d'être scolarisés dans les rues de Kinshasa. Quel est le mécanisme aujourd'hui à mettre en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'on ne voie plus dans les rues de la République démocratique du Congo un enfant à l'âge d'être scolarisé se retrouvant dans la rue? Oui, Noëlla. Vous savez, il y a un phénomène qui vient de prendre également corps depuis la gratuité de l'enseignement. Et c'est lequel? C'est celui, n'est-ce pas, aujourd'hui pour avoir l'inscription dans des écoles là où il y a la gratuité. Mais c'est un combat des gladiateurs. Parce que partout où vous allez aller avec les enfants aujourd'hui, parce qu'ils savent que c'est derrière cette opération-là, n'est-ce pas, d'inscription, qui commence même à se retrouver pour faire inscrire un enfant à l'école aujourd'hui. Un casse-tête. Un casse-tête.
Il faut de recommandations, je ne sais pas. Mais vous ne voyez pas que le gouvernement a créé d'autres problèmes aux parents? Non, le problème, ce n'est pas un problème du gouvernement. C'est un problème parce que c'est le régime qui a de la conscience, n'est-ce pas, de la population et des autorités scolaires. Le but du gouvernement, c'est lequel? De scolariser tout enfant, parce que l'enfant a droit à l'éducation, c'est constitutionnel. En tant que tel, il doit aller à l'école. Ces écoles-là, ce sont des écoles de l'État. Et maintenant, toi, on te met responsable. Tu ne veux pas inscrire les élèves. Ça pose problème. C'est pourquoi j'ai dit que l'autorité de l'État doit s'exercer. Et pour les enfants qui traînent encore dans la rue? Oui, ces enfants traînent pourquoi? Ce n'est pas parce que les parents n'ont pas la possibilité de les amener, mais c'est tout simplement parce que quand vous allez à l'école, on ne sait pas vous inscrire. Toutes les classes sont pleines dès le début. Et d'ailleurs, il y a même des écoles. Vous ne savez même pas quand est-ce qu'ils avaient inscrit. Vous apprenez seulement qu'il n'y a plus de place. Finalement, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. En créant également aussi d'infrastructures. Oui, bien sûr. C'est tout un processus. N'est-ce pas? Rome n'a pas été construit en un jour. Ça fait 100 ans que Rome est devenu ce qu'il est. Maintenant, la scolarité, n'est-ce pas, de ces enfants, il y a des préalables. Il y a des écoles qu'il faut construire. Il y a des gens à qui on a donné ici de l'argent pour construire 1000 écoles, n'est-ce pas? Quand on va mettre la main encore, on va dire que, n'est-ce pas, c'est de l'acharnement. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui dans leur poche là-bas, il y a l'argent du gouvernement pour construire 1000 écoles. 1000 écoles, on les a construites? Non. Maintenant, s'il faut encore reconstruire, permettez à l'État d'avoir de moyens, petit à petit. Nous réhabilitons d'abord les infrastructures qui existent et à ce moment-là, nous pouvons aller pas à pas pour intégrer les autres enfants qui n'ont pas... Peut-on dire aujourd'hui que la gratuité de base en RDC est un pari gagné pour l'actuel régime? Oui, à un certain pourcentage, mais il faut toujours parfaire. C'est parce que le problème que nous venons d'évoquer tout à l'heure, ce sont des problèmes liés à cette gratuité. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que quand vous allez, les effectifs dans des écoles, c'est vraiment exorbitant. Il faut trouver une solution. La plupart des écoles aujourd'hui, il n'y a même pas de banc. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. L'État doit prendre ses responsabilités pour essayer de mettre les élèves dans ces conditions. Vous savez, nous, quand nous avons étudié, on avait de bancs, on avait des encriers, on pouvait écrire à la plume. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas être sur un bloc de pierre, n'est-ce pas? Et puis, vous utilisez la plume sans banc. C'est très difficile. Même les écritures, ça pose aujourd'hui problème parce que les conditions dans lesquelles les élèves étudient, ce sont des conditions déplorables. Mais la volonté est là, n'est-ce pas, pour améliorer. Je crois que nous pouvons soutenir le gouvernement pour que le gouvernement améliore les conditions. Madame, Messieurs, la semaine reste dominée, notamment par le retour de reliques de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, mais également par la situation dans la partie est de la RDC. Le premier dossier. Ces travaux d'évacuation des immondices viennent soulager les habitants de l'avenue 24 au quartier Moussé. Ces immondices ont mis en mal des parcelles environnantes. C'est grâce à l'intervention personnelle du député Willy Pelenda, surnommé Matembele Yasimandako, que les engins sont à pied d'œuvre. Ce qui réjouit ces riverains trouvés sur place. Tozo pesa merci na honorable na ndenge aye asungi biso na kati ya quartier po salite wana longwa po aider biso po tozala na bonne santé. Na sepeli ndenge fulo ye kolongwa ezalaka boyete balabala ezalaka malamu na tondi pentia lokola ye kosunga biso boyo lokola ya kolongola fulo yo na sepeli makasi. Yango initiative ya honorable to sepeli nango makasi ezana tina nango babelingaka Matembele Yasimandako. Cette situation était aussi à la base de l'insécurité, explique ce chef de localité de la place. Moni place oyo eza mboka ya bakuluna mboka miibi awa to sengisi ya moyen batie la biso la police awa
va placer la police pour sécuriser nos milieux. Pour l'honorable Willy Pelenda, ce geste prouve sa proximité avec sa base. Vous veillez na ben civique. Les loyaux, ceux qui vont perdre la réalité, ils prennent la gouverner la vie de Kinshasa. Pour qu'on ait que Tokufa et belé. Tous ans maintenant exposés à multiples maladies, typhoïde, malaria. Vraiment. Notons que par la même occasion, quelques jeunes et notables de ce coin de Kinshasa ont été sensibilisés sur les biens fondés de l'assainissement de leurs milieux respectifs. Elles ont commémoré de leur manière la journée internationale des femmes veuves. Ces femmes au sein de l'organisation Paix, Unité et Réconciliation ont mis à profit cette journée pour intercéder en faveur de la République démocratique du Congo. Ces moments de prière étaient bénéfiques à en croire l'une des femmes interrogées. baveve ya opire tozana bandaka tozana kindo tozana loja biso nyonso tosangane na bomoko pona kokumisa nzambe na biso na musala munene oyo andimili biso apesi biso journée ya munene ya lelo pona kobondela pona mboka na biso na sio pe mokili mobimba esengo na biso etondi makasi tobondeli penza pona mboka tolingete nzambe asembola loboko na ye na mboka na biso alongola sonyi na mboka na biso po mboko oyo ezali mboka na nzambe nzambe oyo alongola Thomas Wechi, l'initiateur de cette rencontre de femmes veuves, s'en réjouit. La femme veuve au sein de l'OPUR est là pour intercéder pour la nation congolaise. Intercéder pour que les 3 clés que Dieu nous a données pour sauver la nation soient accomplies. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule clé qui est accomplie, c'est-à-dire la repentance nationale qu'a présidé le chef de l'État la journée même le 23 juin 2019. Donc le chef de l'État, c'était la même journée. Je ne sais pas si les gens savent que c'est la journée consacrée à la femme veuve. Notons que ce 23 juin 2022, la dite journée internationale a totalisé 4 ans depuis son instauration par les Nations Unies, mais en République démocratique du Congo, aucune activité n'a été organisée en faveur de cette catégorie de femmes. Pas de manifestation officielle en République démocratique du Congo en ce qui concerne la célébration de la journée internationale des femmes veuves, mais il y a quand même une structure qui a célébré cette journée. Votre réaction, maître? Oui, ce sont des choses, des telles organisations qu'il faut beaucoup plus encourager, parce que nous ne voulons pas, comme d'habitude, de voir toujours les veuves qui sont appelées à demander, à quémander à gauche, à droite. C'est dans des structures comme ça qu'ils peuvent déjà commencer à réfléchir sur des questions de développement, telles que nous venons de le suivre. On a dit qu'une femme veuve, quand elle intercède, Dieu entend. Dieu entend. La Bible dit, pour nous ceux-là qui sont chrétiens, la Bible dit, il est le Dieu de veuves et des orphelins. Exactement. Quand une veuve pleure, Dieu est très sensible, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager de telles organisations pour que ça puisse prendre de l'ampleur, que ça ne soit pas seulement une situation de Kinshasa, que nous voyons des organisations comme ça sur toute l'étendue de la République. Ils peuvent s'entraider parce que ce sont des personnes déjà vulnérables, n'est-ce pas? À travers des structures comme ça, ils peuvent arriver. C'est une journée internationale, mais passée inaperçue aux yeux des autorités. Il faut qu'on arrive à intérioriser ces choses parce que vous savez, les politiciens aiment beaucoup plus s'attacher à des choses futiles, n'est-ce pas, qu'à des choses qui peuvent booster le développement. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce parce que ça n'entraîne pas beaucoup de monde? S'il y avait autant de milliers de femmes veuves, vous devriez voir des gens aller vers eux, donner de polo en prévision, n'est-ce pas, des élections. Et aujourd'hui, parce que quand vous regardez le nombre de ces femmes veuves, c'est trop limité et personne ne s'y intéresse. Mais est-ce que le ministre de tutelle a conscience même de l'existence de cette journée? Parce que ça aussi. Ça fait 4 ans quand même qu'on célèbre cette journée. Ça aussi, parce que moi-même je suis surpris que ça a été consacré comme journée internationale. N'est-ce pas? Vous voyez tout ça, je crois que prochainement,
je crois que Madame la ministre nous entend, n'est-ce pas, prochainement, qu'ils arrivent quand même à faire quelque chose, parce que ce sont des personnes qu'il faut toujours encadrer. Parlons de l'assainissement, mais également des infrastructures routières. Projet Zéro Trou, comment est-ce que vous trouvez ce projet à ces jours? Vous savez qu'il y a des initiatives personnelles qu'il faut beaucoup plus encourager. C'est vrai, un député n'est pas appelé à faire ce genre de travaux, parce que, vous savez, la plupart des députés, des fois, ils se détournent même de leurs obligations légales. Ils se détournent de leurs obligations. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont compris que peut-être les autorités... Non, mais leur rôle, c'est lequel? C'est d'appeler ces autorités et de les obliger à faire ça, n'est-ce pas? Parce que, vous savez... Mais est-ce qu'ils interpellent même? C'est ça aussi. Ah, ça aussi, c'est le problème. Parce que nous voulons qu'on arrive à ce niveau-là. Plutôt qu'aller avec du langage démagogue, de dire que moi, quand je serai là, voici ce que je vais faire pour vous. Non, le député, ce n'est pas ça son travail. Mais néanmoins, c'est pourquoi nous avons dit, nous encourageons les initiatives personnelles du genre. Mais je voulais interpeller aussi la population quant à ce. Parce que c'est bien beau. Aujourd'hui, on va assainir le milieu. Et les mêmes populations, ou bien la même population, reviendra, n'est-ce pas, pour jeter encore les immondices là-bas et verser dans le caniveau. Et à ce moment-là, ils vont se réveiller d'un bon matin, botale la bisoli camboy. Voilà un peu. Comment peut-on mettre fin à cette situation? Parce que nous voyons quand même dans les rues de Kinshasa, les autorités fournissent beaucoup d'efforts pour rendre salubre la ville. Mais malheureusement, 2 jours après, quand vous repassez par là, comme vous l'avez dénoncé, c'est invivable. Noëlla, vous savez qu'au Congo, nous avons un problème d'hommes. Le problème, ce ne sont pas des textes. L'homme congolais pose problème. Est-ce que l'ancien président avait raison de dire qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais? Bon, je ne sais pas dans quel concept il avait dit, mais néanmoins, je crois que l'homme congolais a un problème. Vous allez trouver un monsieur sérieux, passant dans son véhicule, il utilise une bouteille, par exemple, de coca de sucre, il jette sur la route. Le civisme, la moralité ne nous dit absolument rien. Est-ce que ce cours continue à être donné dans nos écoles? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous envions l'Europe. Il y a des gens qui meurent dans la mer pour aller traverser. Mais ces gens-là qui ont rendu leurs états là-bas, ils ont intériorisé ces choses. En France, vous ne jetez pas comme ça. Quelque part, vous ne pensez pas que nous devions quand même laisser tranquille ces paisibles citoyens qui n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir le cours de civisme à l'école? Parce qu'on dit qu'à la maison, l'éducation est donnée, mais la continuité, c'est à l'école. Non seulement le vecteur, n'est-ce pas, de l'éducation, il n'y a pas seulement l'école. L'église aussi. Il y a l'église, il y a les partis politiques. Qu'est-ce qu'on nous dit dans nos partis politiques? Si ce n'est que vous dire que tel n'est pas de notre province, et à ce moment-là, ça crée, ça engendre de problèmes. Voilà. Le groupement de masse doit faire ce travail de l'éducation, n'est-ce pas, de la population. Une population bien éduquée, nous n'allons pas connaître des histoires où vous faites, n'est-ce pas, de matière fécale. Vous jetez dans le sachet, vous jetez sur la route, finalement. Pire encore, on exerce des petits commerces à côté des immondices. Dans ces pays ici, à un certain moment, on se demande est-ce que la loi existe? Parce que nous avons eu à entendre ici des arrêtés du gouverneur qui interdisaient, n'est-ce pas, la fabrication des objets plastiques. Mais ça continue. Mais le gouverneur est parti où? Mais il est toujours dans cette ville-province, n'est-ce pas? Je crois que nous devons arriver à nous asseoir, à évaluer. Ça ne servira à rien de prendre autant d'arrêtés que vous ne savez pas faire exécuter. Un mot sur le projet Zéro Trou. Oui. Le projet Zéro Trou, je crois que c'est tout un processus. Il y a beaucoup de routes Noëlla parce que vous savez, les Quinois, ils se trompent de temps en temps parce qu'ils mettent tout sous le dos du chef de l'État. Vous allez voir que quand vous allez à l'intérieur, vous prenez de grandes routes, n'est-ce pas, de la partie est de Kinshasa. J'ai circulé un jour, j'allais à l'université de Kinshasa là-bas, j'ai vu que de ce côté-là, il y a de très bonnes routes. N'est-ce pas? Il est vrai que le trou, ça ne prend pas beaucoup de temps
n'est-ce pas? C'est tout un processus. Mais les trous, vous l'avez dit, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais on voit toujours des trous, ça et là. Oui, Kinshasa, il y a un problème d'abord, non seulement de route et de tout. D'abord, le premier problème, c'est la route. Mais pourquoi on a lancé le projet Zéro Trou alors si savoir les problèmes, c'est oui, c'est un problème de sémantique. C'est un problème de sémantique. Ici, le problème qui est là, le souci du gouvernement, n'est-ce pas, c'est de réhabiliter les routes qui sont réhabitables et arranger là où il y a des trous, de telle sorte que... Et puis, il y a un projet qui a été lancé par le Premier ministre. Hein. Les trous, est-ce que ça devait prendre autant de temps? Oui, j'ai dit que c'est tout un processus. Ça ne fait pas plus de 4 mois que ce projet a été lancé. N'est-ce pas? Kinshasa est grand. Kinshasa a des dimensions de tout un pays. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, Noëlla, que nous avons également d'autres priorités. Parce qu'on est agressé à l'Est. Il y a des choses, il y a d'autres priorités, n'est-ce pas, qui ont été engendrées par la situation actuelle. Aujourd'hui, certains observateurs dénoncent le fait que on lance beaucoup de projets, mais après, c'est l'achèvement de ces projets qui pose problème. Mais le problème, vous l'évaluez quand? Mais attendez, parce que le projet a été lancé, c'est à la fin qu'on évalue un projet. Si vous commencez déjà le début, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en pessimisme, on commence à lancer aujourd'hui. Mais on avait quand même promis qu'on devait déjà avoir des résultats. Non, mais les résultats sont en train, je venais de te le dire. N'est-ce pas? Moi, j'ai traversé des routes, quand vous le voyez, impeccables. Je connais beaucoup de routes qui ont été réhabilitées, autant de kilomètres réhabilités. Mais quand eux, ils parlent là, ils parlent de quelle route? C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire, le travail est en train de se faire. Madame, Monsieur, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7. C'est au cours de cette cérémonie que la population du Sankuru a rendu les derniers hommages au premier ministre de la République démocratique du Congo. Des hommages qui arrivent 62 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Avant le deuil national, la famille devait organiser le deuil en premier, a lâché Christophe Mbosso, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectueux des traditions et de la coutume de ses ancêtres et de tout le peuple congolais, m'a demandé de venir avec les reliques du feu premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national, au Sankuru, pour que la famille, le peuple du Sankuru, organise les premiers obsèques dits à son rang et conformément à notre coutume pour que ces honneurs lui soient rendus. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour notre premier ministre sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse les corps et autorise les périples de Patrice Emery Lumumba à travers le pays, vers Kisangani, Lubumbashi et enfin pour que le deuil national soit organisé à Kinshasa. À en croire le président de la Chambre basse du Parlement, Patrice Emery Lumumba reste vivant 62 ans après son assassinat. Ceux qui croyaient quand ils ont assassiné Lumumba que c'était un rat, s'ils étaient encore vivants, quand les chefs coutumiers ont déposé la peau de léopard, il y en a qui seraient déjà fous. Ils se rendraient déjà fous car ils ont touché à un prince, un roi, un fils digne de Lumumba-ville, un fils digne de Sankuru, un fils digne de la République démocratique du Congo. Lumumba est mort, mais sa pensée continue à vivre, à être véhiculée. À travers le monde, on trouve des instituts, des universités qui portent le nom de Lumumba. C'est le 30 juin 2022 que les restes du premier ministre Patrice Emery Lumumba seront mis en terre dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est à bord du régulier Congo Airways avec effigie de Lumumba que le président du Sénat a foulé le sol Boyomé
en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille de tout premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. À l'aéroport de Bangoka, Modeste Bahati Lukwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouverneur de province, officiels tant civils que militaires et les membres de son parti politique AFDC se sont rangés pour la circonstance. À sa descente d'avion, sous un soleil de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ce grand homme dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. Patrice Lumumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle, d'abord nous, les dirigeants, parce que la responsabilité nous incombe, mais également aussi le peuple qui doit toujours être derrière nous pour nous pousser à bien faire et à nous sanctionner en cas de besoin. À l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait, scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir, aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC, plusieurs drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomais, visiblement contents de revoir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à Kisangani. « 62 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au moins maintenant, le premier ministre de la RDC reçoit des hommages dignes de son rang. Maître Guilain Douga, comment est-ce que vous avez d'abord accueilli cette nouvelle du retour de reliques de Patrice Emery Lumumba? Nous avons salué avec joie le retour de reliques de Lumumba. Pourquoi? Parce que nous nous sommes réconciliés avec notre culture. Vous savez, en Afrique, tant que l'homme n'est pas encore enterré, n'est-ce pas, son âme ne reposera jamais en paix. 62 ans. Ça fait 62 ans que l'esprit de Lumumba est en train d'errer dans le vide. Et le faire comme on l'a fait, c'est déjà quelque chose vraiment d'encourageant. Mais néanmoins, vous savez, moi personnellement, j'ai toujours considéré Lumumba comme un esprit. Parce que c'est l'esprit de Lumumba qui nous intéresse aujourd'hui. La personne de Lumumba, c'était une personne qui pouvait traverser, n'est-ce pas? Et pourquoi l'esprit intéresse aujourd'hui? Oui, l'esprit, c'est-à-dire la force intérieure de Lumumba, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les valeurs de Lumumba, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si on avait de politiciens ayant ces caractères-là, cette puissance d'esprit, et à ce moment-là, je crois que notre pays ne pouvait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez bien dire là? Il n'y a pas de Lumumba aujourd'hui? J'ai dit Lumumba, c'est toute une valeur, n'est-ce pas? Oui, Lumumba, il y a toujours de Lumumba. Il y a deux gens qui viennent, n'est-ce pas, qui sont en train d'arriver à cette stature-là de Lumumba. C'est vrai. Mais Lumumba comme incarnation, c'est déjà une référence pour nous. Parce que la référence et ceux-là qui cherchent à devenir comme lui, il n'y a pas d'égalité. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que Lumumba, c'est l'incarnation de tout un esprit. Les esprits comme Lumumba, ce sont des esprits qui viennent 100 ans après, 50 ans après.
Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que là où Lumumba est, il ne sera pas en paix dès lors qu'il voit que sa lutte ne continue pas? Non, mais je ne sais pas pourquoi vous dites que sa lutte ne continue pas. Ne minimise pas tout ce que les autres ont fait. Parce que Oui, vous savez... Parce que vous avez parlé de son esprit. Oui, l'esprit de l'incarnation, la valeur de Lumumba. Ça vous inquiète. Non, Lumumba, c'est une grande valeur. C'est un grand esprit, n'est-ce pas? J'ai voulu que l'idéal, c'est qu'on arrive à cette hauteur. Ah, à la hauteur de Lumumba. De Lumumba, voilà, voilà. Nous voulons que nous puissions avoir plusieurs Lumumba qui réfléchissent comme lui. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais néanmoins, ceux-là qui sont venus après Lumumba, chacun a joué sa partition. Pour devenir ce que nous sommes ici, n'est-ce pas? Même Mobutu a contribué à quelque chose pour que l'État congolais arrive là où nous sommes. Même Kabila aussi. Même Kabila, n'est-ce pas? Ne nous leurrons pas. On ne peut pas parler de l'histoire de ce pays, n'est-ce pas, sans parler de Mobutu, sans parler de Kabila le père, Kabila le fils. Demain, peut-être c'est Tshisekedi qui partira. Voilà pourquoi, moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à Lumumba. Pourquoi ne pas faire revenir également, n'est-ce pas, Mobutu, le corps de Mobutu, le corps de Tshombe, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir un panthéon, n'est-ce pas, de tous ces grands hommes là-bas, parce qu'on ne peut pas le départir de notre histoire. Mais ce sont des Congolais qui ont servi ce pays et qui ont beaucoup contribué à l'indépendance, notamment comme Lumumba, mais ça a pris du temps. Où est-ce que les choses bloquaient? Oui, mais le problème, c'est que là-dedans, là, le relique de Lumumba a existé. Tous ceux-là qui sont venus savaient... Certaines personnes se posent même la question, est-ce que c'est réellement la dent de Lumumba? Oui, mais c'est lui qui dit que ce n'est pas la dent de Lumumba, c'est à lui de nous démontrer que ce n'est pas la dent de Lumumba. Parce que nous connaissons que c'est la dent de Lumumba. 62 ans. 62. C'est pourquoi nous jetons de fleurs, n'est-ce pas, au président qui est là, qui a permis que ce relique-là puisse être rapatrié par la Belgique. Des voix se lèvent aujourd'hui pour interpeller le gouvernement congolais pour dire que Lumumba n'était pas seul. Il y a Polo, Kito et qui étaient avec lui, ces deux compagnons. Mais ils sont presque placés dans les oubliettes. Oui, c'est vrai, Noëlla, c'est vrai, mais néanmoins. Vous savez que quand vous jouez dans la même équipe que Messi, vous n'êtes pas aussi des Messi. Il y a des Messi qui se font accompagner par les autres joueurs. Ce n'est pas dans le sens de négliger Polo et Okito. Mais aujourd'hui, quand nous célébrons la dent qui est revenue. N'est-ce pas? Mais Polo et Okito, nous allons nous baser sur quoi pour, n'est-ce pas, le célébrer? C'est à peine aussi qu'on parlait d'eux. C'est à peine qu'on parlait d'eux. Dans les discours officiels. Oui. Mais je vous donne juste un exemple. Quand on parle de Chebeya, on parle de Fidel Bazana qui était son chauffeur. Oui, mais ça c'était un assassinat, n'est-ce pas, qui s'était passé dans les mêmes circonstances. Je trouve aussi, n'est-ce pas, mieux qu'on puisse également honorer ces deux fils du pays. Parce que mais aujourd'hui, les coller directement aux reliques de Lumumba, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il faut carrément les oublier. Parce qu'ils sont morts pour la cause de la nation, une cause noble. Je donne raison à leur famille qui voudrait qu'on puisse aussi élever la mémoire, n'est-ce pas, de ces deux compatriotes qui sont décédés. Vous avez vu la transformation de la place échangeur dans la commune de Limete? Effectivement, j'ai vu d'une manière séquentielle sur les réseaux sociaux, mais de vue comme ça, je n'ai pas encore vu ça. Est-ce que c'est à la hauteur de l'homme qu'était Lumumba? Bon, vous savez, la valeur d'un homme... Ce sont des questions que le Quinois particulièrement se pose. Vous savez, le Quinois se pose toutes les questions. Hein? Ce sont des questions des hommes de la rue. La valeur d'un homme n'est pas à comparer à ce qui est matériel. La valeur d'un homme est au-delà, n'est-ce pas? À la mesure du possible, on peut faire ce qu'on peut faire. C'est ça l'essentiel, n'est-ce pas? Je crois que au lieu de nous amener dans des débats stériles... Certaines personnes estiment que le lieu n'était pas bien choisi parce que déjà l'échangeur était une référence de Kinshasa. Il fallait peut-être choisir... Mais Kinshasa ne dépasse pas Lumumba. Kinshasa est Kinshasa parce qu'on connaît Lumumba. Vous savez que
Lumumba a une renommée mondiale, plus que même Kinshasa. On parle de nous. Allez, il y a des enfants en Australie qui ne connaissent pas Kinshasa. Mais ils peuvent facilement vous dire qu'ils connaissent Lumumba. Ça, ce n'est pas le débat. Ça, c'est un débat de la rue, un débat des partis politiques. N'est-ce pas? Je crois que la valeur d'un homme, Lumumba n'est pas... C'est difficile de le quantifier. Il est très difficile de quantifier Lumumba. Lui donner même... Moi, je crois qu'on pouvait même aller au-delà. On pouvait même aller au-delà. Parce que vous savez, le combat d'un homme est beaucoup plus significatif que les valeurs matérielles. Comment réagissez-vous à ces voix qui estiment que cette tournée avec les reliques de l'ancien premier ministre de la RDC, Patrice Lumumba, coûte énormément au trésor public, alors qu'en cette période où la RDC est agressée dans sa partie est, on a plus besoin de moyens? Je n'aime pas ces débats-là de médiocrité. Hein? Vous savez, il y a des gens qui préfèrent encore que l'État congolais dépense beaucoup d'argent pour le football plutôt que, n'est-ce pas, d'honorer un digne fils comme Lumumba. Vous trouvez ça normal, un tel raisonnement-là? C'est un raisonnement anormal, n'est-ce pas? Je ne vois pas, je l'ai dit, pour ne pas me redire que Lumumba va au-delà de ces millions, n'est-ce pas? Au-delà de ces millions. Procès 100 jours, on en parle aussi dans ce magazine. Caméré aujourd'hui, un homme libre. Et permettez-moi de parler comme les Quinois, à travers les réseaux sociaux, le tombeau 100 jours aujourd'hui est vide. Vous savez, les Quinois sont très riches en expressions. Vous avez aussi lu ça, non? Oui, oui, j'ai lu. Procès 100 jours, le tombeau est vide. Est vide, c'est vrai. Vous savez, un état de droit, c'est respecter aussi les lois du pays. Moi, je suis déformé par ma profession d'avocat. Je connais comment respecter les institutions judiciaires de notre pays. Il est vrai que certains faits ont été dénoncés. La justice a vérifié au premier degré. Caméré a été condamné à 20 ans. Il est allé en appel. Un juge expérimenté, un juge qui a, n'est-ce pas, une sagesse pointue, a réexaminé le fait. L'intime conviction de ces juges l'a poussé à dire qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et ils en ont acquitté l'homme. Qu'est-ce que moi, je peux dire? Parce que me dire ne vaut ni arrêt ni jugement. Mais par contre, le dire du juge, c'est un jugement, c'est un arrêt. Et ça devient une vérité judiciaire. Devant les évidences d'une vérité judiciaire, on se plie. Pliez-vous aussi lorsque la justice a dit qu'il n'y a aucune institution qui peut juger aujourd'hui l'ancien Premier ministre Matata Mponyo? C'est vous les analystes politiques qui montez au créneau. Écoutez, ça c'est un débat scientifique. Le juge, en cette matière, n'avait pas jugé Matata Mponyo, mais le juge a donné sa position. Est-ce cette position peut-elle être critiquée par une personne comme moi? Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe en cette matière? Vous savez, la Cour constitutionnelle a eu, n'est-ce pas, à prendre position dans ce dossier. Mais moi, je trouve, en tant que juriste de profession, je trouve que le raisonnement était plus ou moins biaisé. Pourquoi? Biaisé? Je m'explique. Allez-y. Je m'explique. Noëlla, est-ce que tu sais que le chef de l'État est pénalement irresponsable? Un chef d'État en exercice. Tel qu'il est là-bas, il peut tuer aujourd'hui, vous ne pouvez pas le poursuivre. Vous ne pouvez le poursuivre qu'après le mandat. Le mandat. Mais après le mandat, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, il vous dit, c'est un ancien président, moi je ne peux pas le juger. Non. Non. Ça, c'est torturer le droit. Je crois en âme et conscience que quelque part, il faut un revirement jurisprudentiel de cet arrêt-là. Cet arrêt ne tient pas debout. Aujourd'hui, Noëlla peut être mineur.
elle commet des infractions en tant que mineure. Demain, si Noëlla grandit et qu'on la poursuit sur base de cette infraction en tant que mineure, on vous amène où? On va vous dire que on va vous amener devant le tribunal de grande instance. Non, on va vous retourner, n'est-ce pas, lors de la commission de faits. C'est ce qu'on appelle en droit la cristallisation de faits. Les faits ont été cristallisés au moment où Matata Mponyo était Premier ministre. Au moment où il était encore en exercice. Quand il était en exercice. Et là, on ne pouvait pas toucher Matata Mponyo. Non, non, là, Matata Mponyo, on pouvait le toucher, n'est-ce pas? Et quand on a déclenché le fait qu'ils ne sont pas encore prescrits, et à ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce que la Cour constitutionnelle pouvait dire que Matata ne pouvait pas être jugé en tant qu'un ancien Premier ministre. L'acquittement aujourd'hui de Vital Kamerhe pour certaines personnes, elles estiment qu'à ce jour, il ne faut même plus parler de l'état de droit. Non, vous savez, ça c'est un débat de la rue. Juridiquement... Même le président de la République avait reconnu que l'appareil judiciaire avait... Non, mais ce que vous dites là, le président ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. L'appareil judiciaire peut boiter sur certains aspects. C'est vrai. On ne dit pas que nous sommes dans la perfection, n'est-ce pas? Il y a toujours des petits problèmes qu'il faut corriger. Mais quand nous restons dans le dossier Vital Kamerhe, vous pouvez être d'accord ou pas. Je vous ai dit que c'est déjà une vérité judiciaire. Il faut la respecter en tant que telle. Parce qu'au-delà de ça, vous allez encore aller où? Parce que c'est une décision qui a été cassée au niveau de la Cour de cassation. Ça a été renvoyé à la Cour d'appel pour être réjugé au fond. Le juge d'appel a jugé, devant son intime conviction, trouve qu'il fallait qu'on la quitte. Mais vous, un commun de mortels, qui n'êtes ni juge, ni greffier, pour aller à l'extrême, mais vous allez dire que vous allez contester. Vous êtes libre de le faire. Mais c'est une vérité judiciaire, elle reste en tant que telle. Même si je ne suis pas d'accord. Un constat aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont été arrêtées pour corruption, de tournement, aujourd'hui, elles ne sont plus en prison. Soit en liberté provisoire, soit acquittées. Et là, ça inquiète la population congolaise. Non, la population ne peut pas s'inquiéter pour ça. C'est prévu dans la loi. Mais il n'y a que une liberté provisoire, c'est prévu. Mais nous savons tous comment ça finit. Chibala a été en liberté provisoire. Il est devenu Premier ministre. Quand cela ne tienne, ce n'est pas pour autant que nous n'allons plus exercer la loi, n'est-ce pas? Et Denis Lobondo est toujours en liberté provisoire. Madame Noëlla, en quoi la population se sentirait gênée si le droit est appliqué? Mais parce qu'on parle de millions et on ne voit pas ces millions. Non, mais le problème, ce n'est pas de voir les millions. Vous savez, le problème, l'appareil judiciaire n'a pas le même langage que le commun de mortels, n'est-ce pas? Je prends le cas Kamerhe. J'ai toujours entendu les gens balbutier pour aller dans tout le sens. Non, on n'a pas vu l'argent, on avait dit qu'on allait saisir, c'est bien, ainsi de suite. Non, on ne fait pas comme ça. La décision, n'est-ce pas, l'arrêt qui a été rendu, n'est-ce pas, a fait assortir, n'est-ce pas, la décision avec la confiscation de biens. Il y a toute une procédure particulière qu'il faut faire. Confiscation des biens. Et surtout que ces biens-là, reposés, il y avait de biens qui étaient en Europe, il faut des commissions rogatoires. Ça ne se fait pas comme ça, vous vous réveillez et puis vous allez commencer à vendre les histoires de Kamerhe. Je crois qu'il y a une procédure qu'il faut respecter. Quant à la liberté provisoire a toujours été accordée par le juge. On lui reproche quoi? D'avoir appliqué la loi? S'il accorde la liberté parce que les conditions sont réunies, puis-je te dire que le principe en droit, c'est la liberté. La détention, c'est une exception. On n'arrête pas pour le plaisir d'arrêter, n'est-ce pas? Parce que vous êtes obligé de condamner en âme et conscience. Quand vous trouvez que non, voilà, ici, il y a encore des zones d'ombre. On n'arrête pas pour le plaisir, n'est-ce pas, de satisfaire un quidam qui sera à la cité, qui vous exige d'arrêter. Parce que ce monsieur, on peut l'arrêter demain. Il peut être à la place de celui qui a été arrêté hier. Il sentira la même chose. On le défendra de la même manière que nous sommes en train de défendre ceux-là qui sont en liberté provisoire. Madame, Messieurs, à présent, parlons de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo.
C'est dans cette cour de la permanence du parti présidentiel Noir du Monde que le patron de l'administration de l'UDPS a eu à s'adresser à toutes les structures, formelles et informelles du parti, autour des orientations à suivre pendant ce moment où tous les Congolais sont solidaires avec l'armée loyaliste engagée au front pour mettre hors d'état de nuire le mouvement terroriste M23 qui opère dans cette partie du pays avec la bénédiction du Rwanda voisin. Dès l'entame de son speech, Augustin Kabouyaba embrèche un montage avec des images amateurs dans les réseaux sociaux faisant croire que le membre du parti présidentiel, muni d'armes blanches, serait aux trousses des populations rwandaises vivant en RDC. Ce qui est faux car l'UDPS est et restera un parti de la non-violence. Quand nous étions dans l'opposition, on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui nous sommes au pouvoir, qu'à ce moment-là, l'UDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice, comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir. C'est du non-sens. Mais Monabouté ne restera pas sans prévenir les choses. C'est pour anticiper, mieux, déjouer les pièges des détracteurs de l'UDPS qu'il sera interdit jusqu'à nouvel ordre tout rassemblement des parlementaires debout du parti. Dans ce même ordre d'idées, personne ne devra désormais engager le parti dans le média sans préalablement avoir obtenu les cutis de la hiérarchie du parti. Ceux qui ont bimi au lobby que n'a que au parlement debout n'anga place songolo pakal makamwa netali bisote. Toyokani zonga na selile na yo. Avant Oleka na télévision, Oloba, au préalable, référez-vous aux gens qui ont la responsabilité de gestion du parc. S'appropriant la mesure d'interdiction du port des tenues militaires par des civils, sur le champ, les nommés AK-47 a de manière exemplaire ordonné aux militants de s'y conformer. Évitez Kolata, Pentagone, Par ailleurs, le gardien du temple du parti au pouvoir a annoncé pour le 23 juin prochain, date qui coïncide avec la journée internationale des femmes veuves, l'organisation d'une prière pour la nation et pour le chef de l'État Félix Tshisekedi par la structure des femmes veuves du parti à l'esplanade devant la permanence dans la commune de Limete. Pour soutenir Binona Mokolowana, il y a le 23 juin. Ici, likambo côté libiso, likamo tozana kat nango. Et sengi penza que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Soki to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana lingina loba. Boyoka ngai. Mutu akosi bino ke bozwa ba machette. Bobanda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bobanda contrôler ba faciès ya bato. Mutu akosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libera ke mutu abisa kimino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika koloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ya ba violence. Botika ngo. Ekola biso kaka nde violence. Soki mutu abimeli moninga na tramotina. Tozana ba konzo ba ko pikisa ngo te. Aiza pasi na motema penza. Ngana kanisi na moment ya agression à Rwanda. Ceux qui par exemple balingi va exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo ko zo ba tramotina ezala te. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyoko la baninga ko zo ba tramotina. Wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke donc vraiment ba congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso pardon botika makambo wana soki mutu asengi clean 1 million ya bato bakota na balabala pona ko lakisa mokili mobimba ke
En tout cas, toko ndimela te mutwaya kozwa mabele na biso mokili ekoyoka. Ngana kanisi ba leader d'opinion. Eh ben boye bisa bato baza na kati ya ba parti politique na bino, na kati ya ba église, na kati ya ba association na bino. Boye bisa bango ke toza na ba soda. Batika ba soda bakende na bitumba. Bo sambela bango. Bo tindela bango biloko ya kolia. Bo soutenir ata na ba famille na bango. Ceux qui bazui ba nouvelle que ba famille na bango ba... Et les femmes disent non à la guerre. Nous voulons la paix. Elles se sont massivement mobilisées ce vendredi 24 juin 2022, manifestant leur ras-le-bol face à l'agression de la RDC dans la partie est du territoire national. Ces femmes regroupées dans plusieurs associations féminines, des juristes, journalistes de la société civile et de celles œuvrant dans diverses entreprises de la capitale, sont venues exprimer leur soutien aux forces armées de la RDC et leur appui au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les efforts qu'il déploie pour ramener la paix et la stabilité dans l'est du pays. Vous allez remettre au chef de l'État. Cette Bible-là, il y a tout. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein de CAFCO sont derrière. Personne. Alors personne. Il faudra marcher sur nous pour prendre le Congo. Merci. Au Palais de la Nation, les femmes manifestantes ont bénéficié d'une oreille attentive du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, administratives et diplomatiques, Madame Nicole Tumba-Boatia, qui leur a promis de transmettre leurs doléances au chef de l'État. Je prends cette Bible avec beaucoup d'humilité parce que ce sont les livres sacrés de notre Seigneur. Et dans cette Bible que vous offrez au chef de l'État et à la nation entière, dedans, il y a des paroles d'amour, de paix. Et puisque Jésus lui-même est venu pour la paix, je crois que votre marche démontre bien l'esprit dans lequel vous êtes, que nous sommes, nous les mamans, la paix, juste la paix. Parce que si la paix n'est pas là, il n'y aura pas possibilité de se développer. Or, le président de la République, vous savez très bien, il a mis à cœur de développer ce pays pour que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec la communauté internationale, mais à condition que les règles de la paix soient pas hypocrites mais réelles. C'est ainsi que je prends cette Bible que je remettrai personnellement au président de la République pour montrer que chef, aux ayomo côté, basi, bazanayo. Un autre soutien, et non le moindre, aux FRDC est celui de l'autorité traditionnelle, soutien vivement exprimé aussi devant le Palais de la Nation. Il est vrai que le chef de l'État, dans sa diplomatie, reste ouvert à tous les différents pays, adversaires ou envahisseurs soient-ils. Il est vrai que dans son ouverture légendaire, beaucoup abusent, non seulement de sa gentillesse, de sa patience, mais malheureusement, dans ces abus, il y a une manœuvre qui vient au niveau des pays voisins, une manœuvre qui est au niveau régional, une manœuvre qui est au niveau continental, au niveau international. Un complot. Et l'autorité traditionnelle s'est rendue compte que le sang des Congolais vient de dépasser la ligne. Les derniers massacres à l'est de la RDC démontrent à suffisance que c'est la goutte qui déborde de la barre. Rassemblés au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, avec en tête Sa Majesté Fumu Difuma, les chefs traditionnels de la RDC ont été reçus par le conseiller principal du chef de l'État au collège en charge de la culture, des arts et questions religieuses, Théodore Tshilombo, à qui ils ont remis un mémo de soutien au chef de l'État face à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Les FPI exigent le retrait immédiat et sans condition du territoire national de toutes les troupes rwandaises et demandent au gouvernement
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cessent les tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Les FPAI apportent leur soutien moral à nos vaillantes forces de sécurité de l'armée et de la police nationale congolaise et les encouragent à mettre hors d'état de nuire les velléités guerrières de l'armée rwandaise et de protéger l'intégrité du territoire national. Les FPAI exhortent la SADC, la CIRGL, la CEAC, la CEAE, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne de soutenir les efforts de la RDC dans le règlement définitif de ces conflits. Elle demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre en urgence une résolution claire condamnant la République du Rwanda pour son agression à l'est de la République démocratique du Congo. Les FPAI invitent l'ensemble du peuple congolais à se ranger derrière le commandant suprême de nos forces armées, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé tout comportement tendant à nuire et à diviser les fils et filles de ce grand et beau pays, héritage nous légué par nos pères de l'indépendance. Les FPAI encouragent les gouvernements à consolider les acquis de la démocratie, à poursuivre sans désemparer les processus électoraux en cours et salue la recomposition de la Cour constitutionnelle. Maître Guylain Douga, quelle est votre analyse aujourd'hui de la situation dans la partie est du pays? Merci beaucoup pour m'avoir posé la question, parce que c'est ça le dossier qui est à la une. Vous savez, pour moi j'ai toujours trouvé qu'il y a des responsables de la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Le premier responsable. C'est qui? C'est M. Kabila et sa bande. L'ancien président de la RDC. L'ancien président de la RDC. Comment est-ce qu'il est responsable de cette situation? Mais vous n'avez qu'à analyser les accords de Nairobi de 2013. C'est lui qui a encore donné une passerelle, n'est-ce pas, aux gens de M23, avec l'amnistie qui leur avait été accordée. Parce que ces gens-là, on devrait le traquer parce que c'était des rebelles. Il fallait le traquer s'il fallait, par procédure judiciaire, lancer de mandat international, on allait le faire et on pouvait les arrêter. Pourquoi leur accorder l'amnistie? Et aujourd'hui, on est là. On les a même intégrés dans les institutions. Toujours dans le même accord qui a été signé par Tshibanda et Kabila. Tshibanda, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand vous lisez... Vous pensez que c'était mal négocié? C'était très très mal négocié. Et aujourd'hui, Tshisekedi paye le pot. Il est en train de payer le prix. En dehors de cette bande de Kabila et les gens de FCC, il y a aussi Kagame et Museveni. Mais Kagame, Tshisekedi l'a toujours appelé frère. Oui, ce n'est pas pour autant que quand on vous appelle frère, que vous allez nous poignarder au dos. Écoutez, Tshisekedi a levé l'option de la paix. Parce que vous savez, l'approche militaire a toujours eu de problèmes. Écoutez son langage quand il dit « On n'a pas intérêt d'élever de murs. Nous sommes obligés de négocier. » Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, il n'y a aucun problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Ici, c'est la folie de Kagame qui le pousse, n'est-ce pas, dans cette hégémonie-là, d'avoir le contrôle de l'Est de la RDC. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Le problème, c'est Kagame. Le problème, c'est Museveni. Écoutez. Ah, le problème, c'est Museveni. Oui. Vous savez que quand le M23 a été défait en 2013, il y a une partie qui a pris fuite en Ouganda et une autre partie qui a pris fuite au Rwanda. Mais certaines personnes n'est pas on les avait même désarmés. Les Congolais disaient qu'ils sont rentrés chez eux.
sont rentrés chez eux au Rwanda. Supposons-le qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont été même désarmés. Et aujourd'hui, qui les arme? C'est censé que si vous avez été désarmé, ou soit vous le mettez dans le programme de la réinsertion, s'ils étaient congolais, de telle sorte que vous le ramenez ici, dans l'accord de Chibanda et ses amis, c'était prévu, n'est-ce pas? On devrait les ramener ici, et à ce moment-là, on les a gardés. 8 ans après, on les a armés, ils ont recruté d'autres militaires, ils nous ont attaqués. À quel moment? Quand nous avons levé l'option avec l'Ouganda de faire la route, n'est-ce pas, pour les activités commerciales à notre frontière, s'asphyxiait le Rwanda. Et le Rwanda, voulant toujours garder l'hégémonie, n'est-ce pas, a voulu circuiter, n'est-ce pas, ce qu'on faisait avec l'Ouganda. Il a réarmé Makenga et ses gens. C'est comme ça qu'ils nous ont attaqués. Voilà pourquoi je suis en train de les cibler comme étant les auteurs de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est vraiment malheureux. Nous ne pouvons pas vivre la même situation. Est-ce que vous pensez que lorsque l'ancien régime avait négocié avec cet accord de Nairobi, ils avaient bien pesé les conséquences qui devaient découler de cet accord? Mais là, s'ils avaient pesé les conséquences, on ne pouvait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'était vous qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient? Je crois qu'ils étaient peut-être motivés par autre chose. Vous savez que l'Est du Congo, il y a aussi même des intérêts économiques, n'est-ce pas, qui sont greffés sur ce conflit-là. Qui sait? Des minéraux. Qui sait si dans tout ce qu'ils ont amassé, ils peuvent peut-être aussi commencer à faire des transactions. Et on parle que tout ce qui s'est passé toujours en complicité avec certains Congolais. Oui, il y a beaucoup de Congolais qui sont impliqués. Voilà pourquoi je parle de la bande de Chibanda et ses amis, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est vraiment malheureux. Jusqu'à quand nous avons perdu plus de 12 millions de la population. C'est tout un pays. Tout un pays. C'est tout un pays. La Gambie qui a 11 millions, si je ne me trompe pas. Parce que vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, de signer un accord. Vous n'êtes pas obligé. Et surtout qu'on les avait déjà défaits. Il fallait actionner le mécanisme judiciaire. On pouvait cueillir ces gens là-bas et le neutraliser une fois pour toutes. Et comment voyez-vous aujourd'hui les silences de certains leaders politiques face à la situation de l'Est? Certains s'y sont prononcés, certains ont appelé à la mobilisation, certains ont appelé le Congolais à se ranger derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, et d'autres n'ont rien dit jusqu'à ces jours. C'est suspect, oui, mais je n'aime pas beaucoup plus faire le débat d'hommes. Vous savez, ceux-là qui se sentent congolais, n'est-ce pas, ils ont l'amour de la patrie, n'est-ce pas, le sang en parler. C'est spontané. Il y a des gens qui s'élèvent comme ça, d'une manière spontanée, ils s'élèvent. Regardez ce qui s'était passé à la Grande Barrière. Ce soldat-là, il s'est sacrifié comme ça, parce qu'il sentait en lui que jusqu'à quand on sera humilié par le Rwanda. Un petit pays. Un petit pays, regardez la carte. Vous savez que quand vous êtes au Rwanda, vous pouvez faire le tour du Rwanda en un seul jour. N'est-ce pas? C'est qui n'est pas le cas avec la RDC. Oh, le problème, c'est lequel? Il y a beaucoup de complicité dans cette affaire de l'Est. Je crois que Mbosso l'avait dit, à main libre, sans porter de gants. Ça a été très mal interprété. Non mais, vous savez... il avait dit quelque chose. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Du moment où Noëlla, nous sommes en train de chercher de l'argent ici à Kinshasa, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos de cette guerre. Avec l'argent du sang. Donnez-vous raison aujourd'hui à ceux qui disent que l'ennemi de la RDC, c'est le Congolais lui-même. D'abord le Congolais. D'abord le Congolais. Si on n'avait pas signé cet accord ici, on ne pouvait pas connaître... Il semblerait également que l'ambassadeur rwandais en RDC serait déjà parti. Hein? On apprend aussi qu'il a pris la clé de la bourse. C'est tout à fait normal. Sans rien dire. Vous savez, quand ça vous gêne un peu, ça sent du roussi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être à l'aise. Et pourtant, ce monsieur-là s'est toujours revendiqué d'être de mère congolaise, n'est-ce pas? Vous savez, il y a deux choses qui commencent à gêner. Même Kagame, tel qu'il est là-bas, il est plus à l'aise.
Voilà pourquoi nous sommes en train d'accentuer sur la diplomatie de telle sorte qu'on le mette le dos contre le mur. Est-ce que pensez-vous que cette diplomatie donnera des résultats attendus? Vous savez, la guerre, vous savez quand elle commence. Mais quand elle se termine, vous ne savez pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les Ukrainiens ont commencé, trompés par l'Occident, que nous allons vous soutenir. Mais maintenant, ceux-là qui vivent les affres de la guerre, ce sont des Ukrainiens, n'est-ce pas? Tout a été détruit. Ne minimisez personne. Vous ne savez pas, derrière le M23, nous avons aujourd'hui le Rwanda, qui est sans masque. Peut-être il y a une autre puissance au-delà du Rwanda, n'est-ce pas? Nous trouvons qu'au lieu de faire tuer le Congolais, nous pouvons, en même temps, nous défendons parce que nous sommes agressés. Nous n'avons attaqué personne. On se défend et nous défendrons pour ne pas permettre qu'un seul centimètre soit pris par un groupe étranger. Et en même temps, nous sommes sur le plan diplomatique. Même s'il y a une partie de l'Est qui est toujours sous l'emprise des M23. Non, fin de fin, on le chassera. Quand on les avait défaits en 2013, n'est-ce pas? Ils ont fait 1 année et 9 mois. Et en fin de compte, ils ont été chassés. Si vous n'êtes pas de Congolais, parce qu'à Nairobi, on a demandé à tout le groupe rebelle congolais qui se sentent congolais de venir et de déposer les armes. Les M23, ils n'ont pas déposé les armes. Alors, ils se sont catégorisés. Voilà pourquoi on les a traités comme un mouvement terroriste. Et on va les traiter en tant que tels, au prix de n'importe quel prix. S'il faut qu'on meure tous au front, on va mourir. Ceux-là qui resteront, ils comprendront qu'ils ne cracheront jamais sur notre tombe. Madame, Messieurs, à présent, le dernier dossier de votre magazine. Cette rencontre de chefs d'État de l'EAC est consacrée à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo et les suites du processus de paix de Nairobi visant la reddition des groupes armés actifs en RDC. À ce sujet, les chefs d'état-major généraux des États de l'EAC se sont réunis le dimanche 19 juin à Nairobi pour discuter de la composition de cette force régionale et son commandement. Ces propositions des chefs d'état-major généraux seront présentées aux participants ce lundi, après le conclave. A noter également que Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a conduit la délégation avec 56 groupes armés locaux, va aussi présenter au chef d'État l'évolution du volet politique, dont les résultats positifs sont reconnus au pays. Signalant que 7 chefs d'État qui participent à Nairobi à ce 3e conclave, à savoir Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame, Salva Kiir, Félix Tshisekedi et tant d'autres auront une réunion à huis clos pour statuer sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Félix Tshisekedi appelle aussi la communauté internationale, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, à condamner cette invasion. Pourquoi recourir aux armées étrangères? Évidemment, c'est un choix difficile, mais il ne faut pas qu'on se trompe au regard du diagnostic que le président a trouvé, notamment pour ce qui concerne les capacités opérationnelles. Nous avons des capacités opérationnelles qui sont en place, mais au regard des questions transversales, parce que les questions sécuritaires qu'on aborde, c'est le terrorisme, des ADF qui sont essentiellement venus de l'Ouganda, c'est une question que nous devons gérer avec eux, les FDLR qui sont venus du Rwanda, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Le Red Tabara, qui sont devenus du Burundi, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Pourquoi avoir fait ces choix difficiles? Mais simplement parce que nous estimons que nous devons, dans un temps relativement court, pouvoir ensemble régler les problèmes. C'est pour ça qu'il y a à Nairobi un pan politique où le président Uhuru comme le président Tshisekedi ont eu l'occasion de discuter avec les groupes armés les conditions de leur reddition et ceux qui seront réfractaires à ces processus, que ce seront ceux qui subiront justement la foudre de cette force. Vous savez que nous avons une opinion publique qui est traumatisée par l'attitude du Rwanda. Je vous ai parlé de ces 25 dernières années. Nous ne pouvons pas faire le choix d'accepter encore de troupes rwandaises qui soutiennent des groupes terroristes que nous ne cautionnons pas. Il est hors des questions que le Rwanda fasse partie de cette force, en tout cas pas celles qui seront déployées en République démocratique du Congo. Exclu. Il y a eu des cas
à gauche, à droite. Il ne faut pas tomber dans la généralisation parce que ça, c'est justement le langage de ceux qui crient au génocide. Les Congolais est un peuple hospitalier qui ne verse jamais dans la violence. Le vrai problème aujourd'hui au Rwanda, c'est la présence des terroristes du M23 et les soutiens du Rwanda. C'est eux qui touchent à nos écoles, c'est eux qui touchent à nos enfants, c'est eux qui déplacent nos femmes. Et donc, les Congolais sont animés évidemment d'un sentiment de colère et on ne peut pas, pour 2-3 cas, évidemment, des dérapages que nous avons du reste condamnés. D'ailleurs, la police va présenter des membres, d'ailleurs, certains du parti de l'UDPS qui se sont montrés particulièrement virulents, ils seront jugés et condamnés. Et donc, nous prenons en charge cette question parce que nous vivons un peu avec nos communautés, mais toute l'énergie que je vois mettre beaucoup des représentants de la communauté internationale pour aviver un problème qui n'en est pas un, devraient mettre cette énergie pour régler définitivement le problème de la sécurité à l'Est, pour que finalement nous puissions vivre en paix dans notre propre. Trop c'est trop, le sang des Congolais a atteint le niveau le plus macabre de l'humanité, peut-on lire dans le mémorandum du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle en République démocratique du Congo. À travers une marche via le bureau de la MONUSCO, l'ambassade du Rwanda, l'ambassade de la Belgique, avant de terminer par le palais de la Nation, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle en RDC, sous la houlette de son président, Sa Majesté Mfumu Difima, a tenu à annoncer tant au Rwanda qu'aux autorités congolaises son ultimatum en termes du préavis zéro. Nous entendons des esprits et des âmes pleurer. Cela commence à nous déranger. Nos collègues commencent à nous interpeller, à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions vu une invasion congolaise au travers du Rwanda. Nous avions vu 2 militaires rwandais capturés et ramenés au Rwanda. Et nous avions compris que c'était ça les M23. Nous saluons la volonté de tous les 2 chefs d'État qui ont voulu prôner la paix. Mais nous venons de considérer que les derniers événements montrent clairement que notre chef de l'État risque d'être contourné s'il ne fait gaffe. Nous sommes sortis pour l'ultimatum que nous venons d'adresser au président rwandais, que nous venons d'adresser en copie à la représentante de la Commission internationale, de la communauté internationale, dite MONUSCO. Nous venons de faire la déclaration chez eux et déposer. Nous sommes passés par l'ambassade de Belgique parce que nous considérons que les amitiés belgo-congolaises actuellement vont dans le bon sens et que eux doivent nous appuyer dans cette démarche. Préavis zéro, parce que nous considérons qu'au 30 juin 2022, le Rwanda doit avoir pris tous ces éléments en dehors des terres congolaises. Après le 30 juin 2022, préavis zéro tout en restant fidèle, tout en présentant nos respects à la haute autorité coutumière qui est Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le Rwanda risque d'être annexé. Je dis préavis zéro. Ça dit on ne demandera plus. Ce message contenu dans un mémorandum a été transmis au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par le biais de son conseiller principal en charge des questions religieuses. À noter que la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 207, donne l'opportunité à l'autorité coutumière de consulter et d'être consultée par les autorités du pays. Maître Guilain, j'ose croire que vous avez suivi la déclaration de la MONUSCO en rapport avec la situation dans la partie est de la République. Jusqu'à ce jour, la MONUSCO ne reconnaît pas la présence de M23, comme les fait entendre les autorités ou les Congolais. Tous nous parlons du M23 avec l'appui du Rwanda et la MONUSCO rejette cela. Comment est-ce que vous interprétez cette attitude de la MONUSCO? Vous savez, c'est une attitude insultante. Il est inadmissible qu'un porte-parole militaire du rang du lieutenant-colonel Hervé Frédéric, qu'il dise qu'ils n'ont pas de preuves pour démontrer que c'est le M23 ou bien le Rwanda qui est derrière cette agression. Alors qu'il y a des opérations conjointes. Il y a des opérations conjointes. L'hélicoptère de la MONUSCO a été abattu, n'est-ce pas, à Bunagana, par les mêmes personnes. Beaucoup de positions militaires de la MONUSCO ont été attaquées, n'est-ce pas, par le même rebelle et leurs alliés. Vous savez... L'ambassadeur italien également. L'ambassadeur italien a été tué ici. Vous savez, le problème c'est lequel? Deux fois, nous pensons qu'il y a des gens qui sont venus pour nous aider. En réalité, ils sont venus pour les affaires. L'unique endroit qui justifie la présence de la MONUSCO, c'est l'Est.
Si à l'Est il y a la paix, la MONUSCO va plier bagage et partir. Et quelle devrait maintenant être la position, la position du gouvernement congolais face à la MONUSCO après cette déclaration? Vous savez, c'est vrai, le gouvernement parle dans le langage comme institution, un langage diplomatique. Il y a deux fois, il faut y aller d'une manière crue. Parce que ces choses comme ça, parce que ce sont des Congolais qui meurent. Le sang de Congolais crie. Si la MONUSCO n'entend pas, il faut lui rappeler que ce sont des Congolais qui meurent. Ça ne peut même pas être justifié parce qu'ils ont besoin d'argent, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut que nous soyons sérieux. Il faut qu'on interpelle ces gens de la MONUSCO pour leur dire... Mais jusqu'à ce jour, on n'a rien entendu. Oui, bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit, peut-être dans un langage diplomatique, par des canaux diplomatiques, ils peuvent peut-être l'avoir déjà fait. Mais nous interpellons encore davantage pour que notre gouvernement martèle, pour qu'ils comprennent que c'est le M23 et le Rwanda. Troisième conclave de l'EAC, le président de la République avait fait le déplacement, Félix Tshisekedi. Objectif, c'était parler de la situation sécuritaire dans la partie Est. On a décidé d'envoyer une armée étrangère, donc il y aura plusieurs troupes qui viendront de tel côté ou l'autre côté pour la sécurité dans l'Est. Ne doit-on pas craindre une autre infiltration? Ce n'est pas une brèche, une porte ouverte encore aux autres ennemis, dès lors que nous savons qu'il y a des pays qui continuent à collaborer avec le Rwanda. Je ne fais pas la même lecture que toi, Noëlla. Pourquoi? Pour la simple raison que, vous savez, l'EAC, c'est une organisation régionale. Le Rwanda est aussi dans cette organisation. Le Rwanda est aussi là. Et le socle du développement de cette organisation, c'est autour de la paix. Voilà pourquoi le Rwanda, à un certain moment, on lui avait ouvert le bras. Il a signé même des accords, n'est-ce pas, commerciaux avec la République démocratique du Congo, qui étaient plus avantageux pour le Rwanda. On ne peut pas parler du développement sans la paix. Voilà pourquoi il y a communion, n'est-ce pas, de tous ces États-là voisins. Parce que si nous voulons faire de bonnes transactions, il faut que nos États soient en paix. Mais ça sera en paix comment? S'il y a des rebelles qui peuvent utiliser le Congo comme leur base arrière, s'il y a des rebelles qui peuvent utiliser le Rwanda comme base arrière, s'il y a des rebelles qui agressent l'Ouganda, qui peuvent utiliser le Congo comme base arrière, alors il fallait mettre ensemble ces armées pour voir comment est-ce qu'il fallait endiguer ces phénomènes. Le problème, c'est qu'il y avait eu un communiqué final, même dans des termes laconiques, ça ne pose aucun problème. Mais au moins, comme il pas fallait d'habitude, on voulait voir que ce communiqué soit fait comme d'habitude. Vous savez, le langage diplomatique a ses codes. Hein? Ce n'est pas de la même manière que nous voulons que ça soit dit, que ça doit nécessairement être dit. Mais l'essentiel, c'est que... Mais ça doit aussi interpeller, non? Oui, mais l'interpellation, ça ne se fait pas toujours en public. Vous croyez que Kagame est là où il est toujours à l'aise? Il est très très mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale qui est en train de condamner. Vous avez suivi la position des États-Unis, vous avez suivi la position de l'Union européenne. Et quand on va dénoncer, et ça va aboutir, comme en 2013, à des sanctions. Ce sont ses alliés. Si aujourd'hui le Rwanda n'a plus des avantages de ses alliés, et à ce moment-là, vous croyez qu'il peut encore faire ses aventures telles qu'il est fait? Préavis zéro des autorités traditionnelles de la RDC. Croyez-vous toujours à la force de l'autorité traditionnelle? Oui, moi je crois encore. Nous le mettons sous le dos, n'est-ce pas, de tout Congolais averti. Tout Congolais qui voit cette situation ne peut pas être à l'aise. Et j'encourage les autorités coutumières. J'encouragerai aussi tous ceux-là qui se lèveront, n'est-ce pas, pour soutenir et non pour récupérer, n'est-ce pas, d'une manière politicienne, telle que j'entends une certaine classe politique médiocre le faire. Aujourd'hui, même si nous avons des problèmes entre nous, nous ne pouvons pas d'abord laisser l'ennemi et commencer à nous entrer dedans. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'union sacrée contre le Rwanda. S'il faut qu'on nous tue, qu'on tue 80 millions de Congolais au Rwanda, que Kagame nous tue là-bas. Et quand nous allons terminer avec lui, nous reviendrons, n'est-ce pas, sur nos problèmes traditionnels. Tshisekedi arrive au pouvoir, pas facile pour lui.
La Covid-19 arrive en République démocratique du Congo. Nous avons la situation sécuritaire parce qu'à un moment, c'était des deuils à travers le pays. Et maintenant, nous avons cette situation dans la partie est de la RDC. 2023, c'est pratiquement dans quelques mois. Élection selon la Constitution. Si vous êtes demandé aujourd'hui des conseils, non seulement le régime Tshisekedi, les politiciens face à l'agression du Rwanda, quel serait le conseil que vous donnerez? Vous savez, Noëlla, le problème des élections en Afrique, hein, c'est une autre réalité. Les élections ont des inclinaisons autres qu'une réflexion normale que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Vous allez comprendre une chose. Regardez dans les salons politiques. Il y a des gens qui sont distraits. Ils se disent peut-être qu'il n'y aura pas des élections. C'est le moment où il faut implanter le parti. C'est le moment où il faut faire un travail de terrain. Et il y a des gens qui dorment dans des radios, des télévisions, tout ça, pour faire des déclarations et s'attaquer au régime, au lieu d'aller implanter le parti. Et demain, vous allez descendre sur le terrain, on ne vous vote pas, vous allez crier qu'on a triché. Vous savez, nous qui avons été candidats, vous savez qu'il y a des endroits à l'intérieur ici. Il y a des gens qui croient que Mobutu est encore là. Il y a des gens qui croient que Kabila est encore président de la République. Mobutu est encore là. Oui. Tout ce que nous disons, Noëlla, ici, ils n'entendent pas. Ils ont besoin du vécu quotidien. Ils vous disent, ah, le député est là. Nous avons besoin d'argent. Est-ce que la situation sécuritaire permettra l'organisation des élections en 2023? Oui, mais vous savez que quand il y a une partie qui peut peut-être empêcher qu'on organise des élections, on peut annuler sur cette partie les élections et prendre... Le pays aura assez de moyens? Oui, mais parce qu'en 2018, ici, l'Est n'avait pas voté. Mais la situation en 2018 n'était pas pareille que celle d'aujourd'hui. Oui, parce que la situation est très déplorable. Aujourd'hui, elle demande aussi beaucoup de moyens. La situation, elle est déplorable, mais si on trouve, par exemple, que c'est tellement... ça peut entamer les élections et pousser à un problème de crédibilité de ceux-là qui seront élus, je crois que l'option peut être élevée. Mais moi, je crois encore que nous sommes à même de chasser Kagame et ses acolytes et on aura à organiser les élections parce que dans une année, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons le faire et il y aura des élections parce qu'il faut garder ce cap. Il faut que nous apprenions à devenir, n'est-ce pas, un dirigeant en passant par les élections et non comme certains politiciens le font, hein, n'est-ce pas, pour chercher des conciliabules et de se retrouver dans le gouvernement. Soutien au FRDC, un culte a été organisé le samedi 25 juin 2022 au stade de Martyrs. Le 30 juin, notre rendez-vous au stade de Martyrs avec le clan Wenge. Aujourd'hui, ça fait parler plus d'une personne. Oui, Noëlla. Vous savez, moi, j'ai toujours encouragé que chacun, dans ce qu'il peut faire, il peut toujours encourager, n'est-ce pas, notre force armée. Si vous êtes maçon, faites quelque chose dans votre profession de maçon là pour soutenir. Si vous êtes musicien, faites-le également à votre niveau. Parce que vous savez, les musiciens, ce sont des leaders d'opinion. Hein. Il suffit tout simplement qu'un musicien chante. Kabila l'avait fait. Nous avons été agressés. Nous avons connu la chanson avec tous les musiciens qui a emballé tout le Congolais, qui a permis le Congolais, n'est-ce pas, à défenestrer tous les Rwandais qui sont venus ici nous agresser avec le RCD. N'est-ce pas, qu'on avait jeté d'autres à gauche, à droite. Dans la partie Est même, il y a des concerts qui sont organisés. Mais ici à Kinshasa, imaginez-vous, il y a des gens... ces concerts alors qu'il y a une partie de recettes qui sera destinée il y a des gens qui manquent quoi dire, n'est-ce pas? Si le Léopard a match, ils soutiendront. S'il y a une église qui organise un culte, ils soutiendront. Pourquoi empêcher les musiciens? Même là-bas, ils fêtent, non? Ils se marient. Il y a des gens qui ont d'autres activités en dehors de la guerre. La guerre, ce n'est pas partout qu'on laisse, n'est-ce pas, ces musiciens là-bas
apporter leur contribution à l'effort de guerre. Nous avons besoin de tout le monde. Et quelle est votre réaction face à la décision du ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Assello, d'interdire le port des tenues militaires par les civils? Oui, j'encourage, parce qu'il y a trop de dérapages. Vous savez, à un certain moment, il y a même des gens qui sont allés au-delà pour commencer à agresser d'autres communautés, n'est-ce pas? Par rapport à leur... qui sont tombés d'ailleurs dans les oui, filets de la qui sont police tombés de la dans le commune filet, de Mandalounga. entre autres le soi-disant parlementaire debout. Il y a des choses que nous ne pouvons pas, parce qu'il ne faut pas donner la part à l'ennemi. Nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, s'il y a des Grecs que nous acceptons ici au Congo, il y a des Juifs qui sont ici au Congo qui se déclarent Congolais. Mais que dire des autres qui sont venus, que nous considérons comme étant nos frères? Parce que nous avons 2% des nilotiques ici. Qui sont ces gens-là? Vous n'allez pas les chasser parce qu'aujourd'hui nous avons un problème avec Kagame. Si Kagame est Kagame, ce n'est pas tout le monde qui peut être emballé dans, n'est-ce pas, ces incongruités de Kagame. Maître Guilain Douga, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous de la semaine. Votre mot de la fin? Oui, je suis en train de souhaiter que le Congolais soit debout, que rien ne nous divise. Regardons dans la même direction parce que l'ennemi est à la porte. Quand nous allons bouter l'ennemi dehors, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans nos problèmes traditionnels. N'est-ce pas? Chercher à se diviser à ce moment, c'est prêter le flanc à l'ennemi, n'est-ce pas, pour nous endiguer, pour nous détruire de l'intérieur. Soyons unis, peuple congolais, soutenons les FRDC spirituellement, matériellement. Tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour que, une fois pour toutes, que Kagame comprenne que tout le Congolais est debout. Voilà, pour ceux qui n'ont que la République démocratique du Congo comme pays, personne ne voudra voir une partie de son pays partir. Alors, en cette période où le pays est agressé, notre appel, c'est le soutien au FRDC, mais aussi demeurer en prière pour ceux que prient, comme le disait notre invité. Chacun dans ce qu'il fait peut soutenir nos forces qui sont au front actuellement pour défendre l'intégrité nationale. Mais surtout, rappelons-nous qu'en cette période, mettons de côté tout ce qui nous divise pour regarder dans une même direction. Madame, Messieurs, notre invité, c'est un ancien secrétaire du comité des parents de l'école lycée Bosangani, analyste politique proche de l'Union sacrée de la nation. Maître, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci Noëlla, merci à Congo Web pour nous avoir fait confiance de parler, n'est-ce pas, sur votre chaîne. Merci beaucoup, Congo Web Télévision, votre chaîne, Info 7, votre magazine. Madame, Messieurs, restez toujours fidèles à la chaîne Haute Définition. Merci à vous tous qui ne cessez de nous faire confiance, de nous écrire, mais surtout aussi de nous envoyer vos questions, vos préoccupations. Merci, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine. Au revoir.